Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre émission de l'Actu Plus. Comme vous le constatez, je ne suis pas Christian Péloquin, François Manger qui est avec vous, avec Lydia aujourd'hui. Bonjour François. Salut. Remplacement de Christian, on en parlera un peu plus tard, mais la météo, des fois, hein, on veut que tout le monde soit safe. On va commencer ça, déjà que j'ai faim, on va parler de nourriture, fermeture d'un restaurant pour en ouvrir un autre au même endroit. Oui, on en avait parlé la semaine passée. Là. Il y a le Mag et compagnie qui a fermé malheureusement à la place centre-ville d'Amos. Mais au moins, un nouveau restaurant va ouvrir, le Carreau, qui va être géré par une certaine Caroline, qui a quand même 16 ans d'expérience en cuisine. Elle a été diplômée en 2010 en cuisine, justement, et elle a un peu d'expérience en gestion. Donc, on a hâte d'avoir plus de détails à ce sujet. Ah oui, on va pouvoir continuer à aller manger dans ce petit espace qui se trouve dans Place Centre-Ville. Nouvelle moins réjouissante, le défunt maire de Barrault. On revient là-dessus dans l'émission aujourd'hui. Oui, parce qu'on a eu la chance d'avoir en entrevue son collègue et ami. Ça va être intéressant de voir ça parce qu'il vient nous dire vraiment personnellement comment ça touche la communauté et tout ça. On regarde l'émission. Donc, bonjour, M. Gagnon. Bonjour, Mme Blouin. Vous allez bien? Très bien, oui. Malgré les circonstances, on continue. Oui. En effet, le maire de Barrault est décédé la semaine dernière, dans la nuit du 14 au 15 février. C'était votre collègue qu'on m'a expliqué. Oui, effectivement, M. Roy est une connaissance de longue date. OK? Et puis, pour avoir œuvré un peu dans le même domaine que M. Roy, on peut parler de décennies de connaissances, de plusieurs décennies de connaissances qu'on se connaît. Avant tout, je peux vous dire que M. Roy, oui, était une personne avec qui on avait des échanges d'affaires, mais avant tout, c'était un ami. C'était vraiment, comme on dirait là, en bon québécois, c'était un vrai chum. Là, on pouvait jaser de choses et d'autres, puis de différentes choses. Effectivement, malheureusement, le 14 février, dans la soirée, il nous a quittés à l'âge de 75 ans à l'Institut de cardiologie de Montréal. Est-ce que son décès était attendu? C'est quelque chose qui était vraiment inattendu parce que moi, j'ai eu une rencontre avec M. Roy quelques jours avant. On a jasé ensemble de choses et d'autres. M. Roy me paraissait en très bonne forme et tout était correct. Là, tu sais, qu'on choisissait différentes choses, même à la blague, on a dit certaines choses pour rire, pour avoir du plaisir et tout ça, mais je vais vous dire que par la suite, lorsque j'ai appris ça, j'ai été un peu surpris. Et même, je peux vous dire que lorsqu'il était à l'Institut de cardiologie, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, d'être en mesure de parler avec lui au téléphone puis de discuter et sa voix était quand même bonne. On sentait un certain petit essoufflement, mais sa voix était quand même bonne. J'ai eu l'occasion de discuter avec et tout ça. Puis regardez, non, il n'y a rien qui laisse à présager une situation telle que nous vivons actuellement. Là. Est-ce que la communauté le vit durement à Barrault? Là, je sais que vous êtes en dehors du pays, c'est plus difficile à dire peut-être? Écoutez, je le vis actuellement par interposition, on peut dire ce mot-là. Sauf que, oui, la communauté le vit durement actuellement. Parce que, si vous me permettez, je pourrais vous dire quelques petites choses sur M. Roy. Là. Moi, en tout cas, qui me viennent à l'esprit, là, c'est que M. Roy, avant tout, c'est un homme de cœur. OK? C'est un homme généreux. Et c'est un homme qui aimait écouter les gens. Il voulait répondre à leurs besoins, mais dans le plus grand respect de tous. Comprenez-vous? Sauf que lorsqu'il était temps de prendre une décision, il prenait des décisions. Mais avant de prendre une décision, il aimait écouter les gens pour être en mesure que la réponse soit adéquate et qu'elle soit bien comprise. Et ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est sûr qu'avant d'être maire, M. Roy a siégé comme conseiller tout près de 10 ans. Donc, la politique municipale, pour lui, ce n'était pas quelque chose d'inconnu. Et c'était quelque chose qui était comme connu. Puis, en 2017, comme vous le savez, là, il a été élu maire. Et réélu en novembre dernier, avec, comme tout le monde le sait, avec une très forte majorité de 89 %, ce qui vient dire, ce qui laisse comme message, M. Roy, on vous aime, puis M. Roy, on veut vous continuer votre travail. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, lorsqu'on a un taux de pourcentage si élevé que ça. Également, M. Roy, comme je l'ai dit tantôt, que moi je l'ai connu par affaires également, que c'était un homme d'affaires accompli dans le domaine de l'assurance, que je pense que le domaine de l'assurance perd un homme extraordinaire,
quelqu'un qui avait des connaissances là, vraiment là, qui pouvait vraiment là, être capable de guider les gens, les aider. Puis également aussi, il a été président fondateur de la Foire du camionneur de Barreau. OK? Sur lequel comité il a siégé durant 14 ans quand même. Tu sais, là. Lorsqu'on met quelque chose en place comme ça, c'est difficile. Ça prend beaucoup de connaissances, ça prend beaucoup de contacts et différentes choses, mais il a surmonté le défi et il l'a fait durant 14 ans. Je vais vous dire que c'est quelque chose de tout à fait louable. Après ça, également, au niveau de municipal, il a mis en place également le comité de développement économique local de Barreau. C'est pour justement permettre d'apporter une économie nouvelle, de nouvelles choses à Barreau, que ce soit pour les nouveaux entrepreneurs, être à l'affût également de toutes les opportunités économiques pour Barreau, okay? Pour que Barreau puisse continuer d'aller de l'avant. Et puis, c'est sûr qu'on s'est associé avec la SADC, Société d'aide de développement des communautés, qui est Barreau de Sainte-Terre. Il y a eu également la mise en place du compostage, différentes choses que, bien, c'est sûr qu'une municipalité est toujours en projet, mais M. Roy était toujours allé de l'avant avec ses projets. Son implication, ce n'est pas seulement local non plus, ce n'est pas seulement au niveau de Barreau. Son implication était au niveau de la MRC, c'est la municipalité régionale de comté, qui a son siège à Amos. M. Roy était également membre du conseil d'administration depuis 2018. Donc, ça faisait de lui un homme qui était à l'affût de toutes les opportunités, également des grandes décisions que la MRC doit prendre, des grandes orientations. Il fait partie également du comité interne d'incendie, le fonds forêt, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de forêts dans la MRC qu'on appelle des lots intramunicipaux, qui a beaucoup de bois qui est coupé et tout ça, mais ce bois-là ne reste pas à la MRC. La MRC la redistribue cet argent-là par la suite. OK? M. Roy en faisait partie. Il y aura également contribué à la refonte de la MRC. Bon, toute organisation a besoin d'une certaine refonte, une certaine image, de contribuer à ça. Et puis, beaucoup d'autres implications internes. Okay? Je pense que même M. Destieux en a fait grand éloge de M. Roy à ce niveau-là. Vous me permettez, je n'ai peut-être pour 2-3 petites choses encore à dire, parce que c'est quand même important, je pense que les gens puissent connaître vraiment quel grand homme était M. Roy. Oui, c'est pour ça qu'on est là. OK, parfait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est non seulement la municipalité de Barreau qui perd un grand homme, mais toute l'Abitibi-Témiscamingue. Parce qu'il était quand même connu régionalement, puis même au-delà de la région. Moi, je pense que c'est une grande population de l'Abitibi-Témiscamingue qui est en deuil aujourd'hui. Et, comme disait M. Dessau également, il laisse un legs d'une grande valeur, non seulement dans notre communauté, mais ailleurs également au niveau régional. Je pourrais vous en dire long encore, sauf que je pense que les gens qui connaissent M. Roy savent dans quel endroit il pouvait être impliqué, à tel endroit, et sa disponibilité était vraiment énorme. M. Roy, c'était un type qui disait que oui, je vais être là. Il n'hésitait pas, part avec sa voiture, va à moi, va à Val-d'Or, va ici, va là, puis il n'hésitait pas, jamais. Maintenant qu'il est décédé, c'est quoi la suite des choses? Lorsqu'un maire décède, est-ce qu'il faut nécessairement déclencher des élections? Comment ça fonctionne? Bon, au niveau municipal, c'est un peu comme un gouvernement. Chez nous, il y a un maire, il y a des conseillers d'élus. Bon, c'est sûr qu'en novembre dernier, c'était des élections générales. Donc, à ce moment-là, vous savez, ce sont toutes les municipalités qui vont en élection, tout ça. Lorsqu'il arrive une situation comme ça, on se rappellera que, malheureusement, c'est arrivé à Amos aussi avec notre maire, M. Ulrich Chérubin, à l'époque. C'est que lorsqu'il reste plus de 6 mois, au terme, parce que là, les élections ont lieu en novembre. Vous allez comprendre que c'est pour 4 ans, donc il reste plus que 6 mois avant la fin des élections. La municipalité va s'adresser au ministère des Affaires municipales pour la visée du décès de M. Roy et avoir l'autorisation pour aller en élection, pour procéder au remplacement de M. Roy. À partir de là, c'est le directeur général des élections qui, lui, va prendre, si vous voulez, les choses en main et qui va autoriser par la suite la municipalité à aller en élection. OK. Donc, ce n'est pas Mme Desrosiers qui va s'occuper du reste du mandat. Là, il y a vraiment une élection. Bon.
comme vous disiez tantôt, Mme Desrosiers, peut-être juste pour faire une petite explication de la situation actuelle, M. Roy, et j'en suis très flatté, m'avait nommé comme pro-maire. Okay? Et puis, étant donné que je suis en dehors du pays actuellement et que les choses municipales doivent continuer et tout ça, l'organisation du conseil municipal de Barrault, on s'est réunis, on a pris des décisions qui s'imposaient rapidement, dont plusieurs réunions qu'on a faites. Et on a procédé à la nomination par résolution, naturellement, parce que vous savez que le conseil parle seulement par résolution, à la nomination de Mme Marie-Joëlle Desrosiers comme pro-maire suppléant. Okay? Et Mme Desrosiers, actuellement, voit à ce que tout fonctionne à la municipalité, tout fonctionne bien, et elle assume ni plus ni moins que le rôle de maire que M. Roy assumait à l'époque. Mme Desrosiers est là pour toutes les choses politiques et les choses administratives. Oh, excusez, je viens de parler plus tard. Mais lorsqu'on parle des choses élections et tout ça, ben c'est au niveau gouvernemental que ça se passe. Nous, on reçoit leurs directives et par la suite, vous allez comprendre que nous, à la municipalité, on va nommer un président ou une présidente d'élection qui va avoir à organiser tout ça dans la municipalité pour la suite des choses. D'accord. Et Monsieur Roy, est-ce qu'il avait des intentions particulières pour le reste de son mandat avant de décéder? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pourrait être repris et qui est important pour les citoyens de Barrault? Je pourrais vous dire, le comité économique local, pour lui, c'était très important. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme d'affaires aguerri. Il savait où il s'en allait. Et pour lui, la municipalité de Barrault, on parle de vitalité rurale. Et après Amos, la deuxième plus grosse municipalité, c'est Barrault. Et pour lui, étant donné que nous sommes un point central entre Amos et Val-d'Or, pour lui, c'était important d'y implanter des entreprises, de garder nos jeunes en place pour qu'ils puissent se développer chez nous. Puis par le fait même, fonder des familles, avoir des enfants, continuer à garder nos écoles en place. Et puis, à un moment donné, c'est sûr, créer de l'emploi. Et ces gens-là, à un moment donné, ils vont avoir des résidences, des demeures. C'est quelque chose, le côté économique qui est très, 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 très important pour M. Roy. Et il siégeait de façon assidue à ce comité-là, justement, pour être à l'affût et au-dessus de tout ce qui pouvait se passer pour vraiment l'emmener. Je pense que c'était un des dossiers qui lui tenait beaucoup à cœur. Et ça a permis de créer la serre entrepreneuriale à Barrault, si je ne me trompe pas? Oui, ça, c'est un très, très, très beau projet, la serre entrepreneuriale à Barrault, qui a été créée justement avec des gens du milieu, avec SADC, puis différents partenaires. Cette serre entrepreneuriale-là permet à différents commerçants, ou horticoles ou autres, que ce soit des producteurs de miel ou peu importe, différentes choses, d'avoir des kiosques également et d'être en mesure d'avoir une certaine forme de marché public. Et également, les serres entrepreneuriales sont là également au niveau de la municipalité, pour faire toutes les décorations, les fleurs, préparer ça. Et c'est un peu intergénérationnel aussi, parce qu'il y a le pavillon d'hébergement qui n'est pas très loin de là. Et ça permet à certaines personnes également de se rendre sur les lieux, d'aller donner des conseils à des plus jeunes, de voir de quelle façon ça se passe, puis tout ça. Et c'est un projet, une belle réalisation, un projet grandiose que M. Roy a mis en place, a pu réaliser, effectivement. Vous avez tout à fait raison. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population ou bien à la famille? Regardez, c'est sûr qu'au niveau du conseil, on exprime nos plus grandes sympathies. C'est sûr qu'au niveau de la population, on invite la population, si vous voulez, à avoir une bonne pensée pour M. Roy. Et puis, nous, en tant que conseil, c'est sûr qu'on va faire le mieux possible pour être à la hauteur des attentes de M. Roy, naturellement. Et puis, pour sa famille, nos plus sincères sympathies et condoléances. Et à la population, on leur demande justement d'avoir une bonne pensée, d'être avec lui pour le reste. L'équipe de Médiaté aussi donne toutes ses condoléances à la famille, aux proches et même à la communauté. Je vous remercie beaucoup, M. Gagnon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bon, évidemment, là, c'est pas fini. On est encore en pandémie. Ça
Ça en vient, on va l'avoir, mais bon, toujours important de se faire vacciner pour réduire la transmission. Et, bonne nouvelle, qui était attendue depuis longtemps, le masque au niveau des étudiants du primaire secondaire pourra être retiré en classe. Ça faisait longtemps qu'on en entendait parler à partir du retour de la relâche. Ouais. Par contre, comme d'habitude, dans le transport en commun, dans les lieux publics, transport en commun, transport scolaire, et aussi lors des déplacements, le masque va devoir être conservé, mais au moins ça va laisser quand même les élèves respirer un petit peu, là. Il y a aussi dans certaines conditions dans les cuisines, c'est sorti ce matin, le matin où on enregistre cette émission-là, dans les cuisines de restaurants, quand les gens vont pouvoir maintenir le 2 mètres, le masque pourra être retiré. Donc on voit que ces assouplissements-là s'en viennent peu à peu vers, on va l'espérer, la fin de ce masque-là un jour et la fin de la pandémie. On reste dans le domaine hospitalier, parce que tu as réalisé une entrevue avec les gens de la Fondation hospitalière d'Amos. Oui, on fait un retour un peu sur l'année dernière, ce qu'ils ont accompli et un peu sur ce qui s'en vient aussi. On regarde l'entrevue. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Aujourd'hui, nous accueillons M. François Dillon, premier vice-président de la Fondation hospitalière d'Amos. Bonjour. Et M. Jean McGuire, qui est le directeur de la Fondation. L'un des administrateurs. L'un des administrateurs, pardon. Oui. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi la Fondation a été créée? C'est quoi son objectif, sa mission? Essentiellement, dans les années 80, je ne me souviens pas de la date précise, là, mais initialement, c'était pour un objectif particulier qui était de doter le centre hospitalier d'un scanner. OK. Bon. Alors, des hommes d'affaires s'étaient regroupés pour faire la promotion de l'acquisition du scanner. Ça a été quand même assez houleux comme démarche, parce qu'il y avait une préoccupation gouvernementale pour attribuer ailleurs qu'à Amos un scanner. Mais finalement, tout s'est concrétisé là, par des démarches, par des gens qui étaient généreux des sommes dont ils disposaient, qui ont commencé par l'acheter pour être sûr qu'on le reçoive. Il avait été apporté ici à Amos. Et finalement, les autorités gouvernementales, particulièrement le ministère de la Santé, ils ont fini par accepter l'implantation de ce scanner. Et ça a été le début de la Fondation hospitalière d'Amos. J'ai un souvenir quand même qui commence à être éloigné, là, c'était dans les années 80. Et par la suite, plusieurs personnes, dont M. Jacques Hardy, malheureusement décédé depuis le temps, mais des gens comme lui qui se sont beaucoup dévoués pour faire grossir la Fondation, la structurer, faire une structure corporative adéquate là, pour que ce soit une véritable fondation. Et les dons se sont mis à affluer et ça a progressé. Il y a eu le docteur Joseph-Adrien Letendre, décédé quand même assez récemment, là, qui était très actif dans la Fondation, très impliqué pendant plusieurs décennies, là. Il n'a laissé la Fondation que peu de temps avant qu'il ne soit atteint de maladie. Docteur Robert-André Adam, également chirurgien orthopédiste, comme le docteur Letendre. Tous ces gens-là se sont regroupés, puis plein de gens se sont additionnés à ce groupe-là, et ça a fait boule de neige chez les gens d'affaires, chez le corps médical, pour arriver à une fondation qui était bien structurée et plutôt généreuse. Et l'objectif, c'est de pouvoir doter le centre hospitalier, ou plutôt désormais toutes les entités du service de santé ici à Amos, là, autant l'aspect curatif qui est l'hôpital, le CLSC, le CHSLD et d'autres missions connexes. Alors, on reçoit régulièrement des dons. La plus grande majorité sont faits je pense bien, François, de façon anonyme. Les gens ne cherchent pas de la publicité par cette contribution. Et alors, c'est comme ça. Pour répondre à votre question, c'est comme ça qu'est née la Fondation hospitalière. Et ça a perduré. Et je vous dirais que, bien humblement, là, c'est un succès communautaire. Jacques Hardy était l'un de ceux qui avait organisé une campagne de financement et les gens avaient tellement répondu de façon forte qu'on a pu se créer ce qu'on appelait à l'époque un fonds permanent. Et c'est là que ça a fait qu'on a perduré dans le temps avec ce fonds-là. Il est arrivé des événements un petit peu particuliers où est-ce qu'à un moment donné, le ministère de la Santé avait offert la possibilité de financer,
de permettre, si vous voulez, la mise en place d'une table d'angiographie numérique. Et à ce moment-là, l'offre qui avait été faite à Amos, c'était le ministère était prêt à assumer un certain montant et pour le reste, il fallait que l'établissement trouve le financement additionnel. Alors, ça a été le deuxième coup où est-ce qu'à partir du fonds permanent, on a pu répondre positivement immédiatement par rapport à ça. Alors, puis depuis ce temps-là, les choses se sont multipliées à vitesse grand V, mais pour des situations peut-être un petit peu différentes, mais où est-ce que les gens, il y avait un engouement de la part de toute la population qui était derrière la population. Il y avait des besoins et je vois que la Fondation a beaucoup grossi à travers les années. Donc, vous avez sûrement dû être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre rôle dans la Fondation? Bien, c'est d'analyser particulièrement, plus particulièrement François, mais quand même de donner des approbations aux demandes qui nous proviennent du milieu hospitalier pour l'attribution de sommes qui sont plutôt difficiles à obtenir des autorités gouvernementales. T'sais, on le sait, là, le budget de la province de Québec est désormais supérieur à 50 pour le milieu de la santé. Alors, ça crée des difficultés quand c'est le temps d'attribuer des appareils de technologie qui, si le gouvernement avait la disponibilité, il l'achèterait, mais il y a souvent des retards ou des refus de s'attribuer cette technologie-là. Et d'ailleurs, plus récemment, la population le sait, là, on a une résonance magnétique qui a été installée au centre hospitalier. Il a fallu faire de la construction, agrandir vers l'extérieur et non par l'intérieur, parce que c'est un appareil assez particulier, là. C'est le NEC plus ultra de l'imagerie médicale. Et nous, la Fondation, on a mis beaucoup d'énergie sur cette chose-là, même avant que le CISAT ne soit mis en place par un gouvernement précédent. Là, on avait un intérêt très important à cause de la mission du centre hospitalier, qui est un centre de traumatologie et de chirurgie générale également très, très active. Alors, c'est sûr que nous, pendant plusieurs années quand même, on a eu la chance d'avoir une résonance magnétique qui était mobile, qui venait à Amos régulièrement, mais qui n'était pas permanente. Alors, nous, on croyait que c'était opportun d'avoir une résonance magnétique qui soit installée en permanence à Amos. Désormais, c'est le cas. Et on a mis beaucoup d'énergie là-dedans et finalement, les autorités gouvernementales ont décidé d'assumer le paiement de la résonance magnétique. Et nous, la Fondation hospitalière, on a décidé de faire du complément, des accessoires qui étaient plutôt dispendieuses, et ça se chiffre, si mon souvenir est bon, à la somme de 178 000 $. Aux états financiers du 31 août, 178 000 $. Alors, c'était tous des équipements qui étaient en périphérie de la résonance magnétique comme telle. Et c'est là, la mission de la Fondation, en quelque part, c'est de se payer quelque chose collectivement, quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Alors, si on aurait attendu après le ministère, on n'aurait pas pu avoir ces équipements périphériques-là. Et ces équipements-là étaient nécessaires pour éviter le plus possible les transferts à l'extérieur. Alors, il y a plein d'éléments particuliers, là, que je ne suis pas un médecin, là, mais c'est tous des éléments qui font en sorte qu'il y a des choses qu'on peut faire maintenant à Amos parce que la résonance, elle est fixe, et avec un équipement fixe, il y a des options qu'on est capable d'avoir que les gens avaient besoin, mais qui, dans une résonance mobile, on ne pouvait pas donner ce service-là. Alors, voyez-vous, là, c'est que la Fondation est là pour analyser les demandes qui lui sont faites. On essaie toujours de ne pas se substituer aux responsabilités de l'État. Et cet exemple-là est quand même très, très démonstratif. C'est qu'on s'est payé quelque chose, on s'est offert quelque chose, pas juste pour la communauté amossoise, mais c'est l'ensemble de la région et du nord du Québec qui peut en bénéficier. Alors ça, on est très, très fiers, la Fondation, de fonctionner de cette façon-là. D'ailleurs, depuis la mise en place de la Fondation a attribué quelque chose comme 4 800 000 $ dans le milieu de la santé. Et plus récemment, toujours, je parlais de ce qui est le plus récent, qui est la résonance magnétique, mais avant ça, peu de temps avant, on avait attribué des sommes quand même relativement importantes aux salles d'opération, parce que ça nous permet à nous, soit de retenir les médecins qui sont déjà chez nous, ou d'en attirer. Alors, il faut qu'on soit, je pense, à la fine pointe de la technologie quand on tente de recruter des chirurgiens, des omnipraticiens, enfin, quel que soit le type de médecine que ces gens-là pratiquent, il faut qu'ils sachent qu'ils arrivent dans un milieu
qui, même s'il est éloigné des grands centres, n'est pas dépourvu technologiquement. C'est ça, c'est ce qu'on se donne comme mission aussi, de s'assurer qu'on soit toujours bien équipé. Et je pense que c'est le cas. On ne peut pas dire que c'est le cas à 100%, mais on fait des efforts importants. Et notre population le sait. Hein? Les gens qui reçoivent des soins de santé chez nous, là, de façon très spontanée, très souvent, là, une fois qu'ils sont passés au centre hospitalier d'Amos et ils ont reçu des services médicaux de grande qualité, ce qu'ils font, ils donnent. Voilà. Puis on pourrait peut-être rajouter même que dans l'optique des administrateurs, lorsqu'on intervient financièrement pour certains projets, on a aussi à l'esprit de financer des choses qui viennent aider le personnel actuel qui est en place, puis qu'on sait que depuis la pandémie, qu'ils ont des problèmes au niveau de pénurie à ce niveau-là. Alors souvent, quand on a des demandes, cet élément-là refait surface et ça devient facile pour les administrateurs d'accepter de financer ces équipements-là, des fois qui peuvent paraître très, très basic, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, dans un hôpital, mais qui, dans le contexte actuel où est-ce qu'il y a un manque de financement de la part de l'État, bien, nous, on peut se permettre de venir aider, justement, dans ce sens-là. Oui, absolument. Et de façon aussi assez récente, j'essaie de piger dans mes souvenirs, là, les appareils VAC là, pour la guérison des plaies, là, pour aider à la guérison des plaies. Bon, ce sont des choses assez dispendieuses. Évidemment, des plaies peuvent guérir par elles-mêmes ou par des techniques autres que des systèmes VAC, mais les systèmes VAC aident beaucoup à la guérison des plaies. Bon, alors, c'était plusieurs dizaines de milliers de dollars. On a fait l'acquisition de ces instruments-là et voilà que c'est mis en place. Alors, on est toujours à l'affût des demandes qui nous viennent du milieu hospitalier, du milieu de la santé, pas juste du milieu hospitalier, du milieu de la santé en général, là, pour être sûr que les gens n'ont pas à attendre que les disponibilités financières du ministère de la Santé soient là, soient sur la table. Puis dans ce dossier-là, peut-être un élément intéressant, c'est que en plus de venir aider à soigner les gens d'une façon très, très particulière, ça l'a permis aussi au CISAT de réduire ses frais d'exploitation parce qu'il y avait un manque de ces équipements-là. Alors, il devait les louer. Alors, pour rendre le service, il les louait. Il en manquait dessus, on ne le sait pas vraiment, mais le besoin était, on en a financé 5 % 10 000 $. Alors ça, c'est chapeau pour tout le monde qui a participé à ça. Il y a des donateurs qui, à l'époque, avaient donné des sous pour un projet à être déterminé. Et lorsqu'ils ont appris ce projet-là, ils ont dit « Hey, pouvez-vous utiliser les sous pour ce projet-là? » Fait que ça aussi, c'est une autre dimension que la Fondation travaille énormément depuis quelques années. C'est d'inviter les donateurs, lorsqu'ils font leurs dons, de nous exprimer, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent contribuer à améliorer, qu'est-ce qui, pour eux autres, est important. Et là, on reçoit des dons avec une petite note pour dire on aimerait que ça serve en oncologie, on aimerait que ça serve en orthopédie, au bloc opératoire. Peu importe, là, les départements, ça peut même être au CHSLD, au Claire Foyer. Alors, on reçoit tout ça, et lorsqu'il y a des besoins qui émanent de la part du CISAT, bien, on fait le jumelage, tout simplement. Alors, les gens sont de plus en plus généreux, mais ils s'expriment aussi de plus en plus. Et ça, quand on sent qu'on fait une différence, une réelle différence, bien à ce moment-là, ça devient des donateurs qui ont fait le don, ils se sont sacrifiés, ils ont investi, là, mais avec plaisir. Et l'année suivante, lorsqu'ils disent hey, on peut continuer à contribuer parce qu'ils voient, dans le fond, ce qui a été fait avec les dons qu'ils nous ont remis. Au fil des décennies, et surtout des dernières années, là, on a eu des contributions que je vous dirais dans les 6 chiffres de certaines personnes ou de certaines entreprises qui l'ont distribué au fil des années. Mais ça nous arrive aussi d'avoir des contributions substantielles d'un coup, comme c'est le cas récemment de la part de... est-ce que c'est Norascon ou Béton Fortin? Je m'excuse, je crois que c'est Béton Fortin. C'est Norascon, Construction Norascon. Enfin, ce sont des entreprises associées, là. Ce sont des contributions absolument extraordinaires, là. Quand on reçoit ça, nous, à la Fondation, au conseil d'administration, là, on a le sourire un peu plus large parce qu'il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées là, pour recueillir des fonds, mais quand on reçoit d'un coup une somme de 100 000 $, et boy, c'est vraiment d'une grande générosité. Et encore récemment, Promutuel Assurance, une contribution de 140 000 $ qui a été publicisée récemment, là.
c'est une somme très considérable. On est vraiment, vraiment très reconnaissant à ces organisations-là et ça stimule les autres donateurs aussi. Ça a un effet boule de neige chez nos habitués des dons à la Fondation hospitalière. On est très contents de ça. Alors, parce qu'on sait que, vous savez, là, ici, là, le milieu de la santé, c'est non seulement un milieu de santé, mais c'est aussi un moteur économique très, très important, là. Alors, c'est une roue qui tourne et puis, quand on reçoit ces contributions-là, ça a un effet principalement sur la qualité des soins là, et sur l'aisance que peuvent avoir les professionnels de la santé à travailler. Et ça nous satisfait beaucoup, beaucoup. Excellent. Et les personnes peuvent décider de faire des dons après leur décès aussi, dans leur testament, hein? Oui, absolument. oui. On a eu malheureusement, des gens qui sont décédés, mais qui avaient légué leur police d'assurance vie à la Fondation. Donc, à date, il y a la Fondation a encaissé plusieurs sommes par rapport à ça. Et actuellement, on a aussi quelqu'un qui a donné sa police à la Fondation hospitalière. Et c'était cette même personne-là continue à assumer les frais de la police et c'est la Fondation qui est bénéficiaire. Alors, lorsque cette personne-là lui arrivera un malheur, il y a elle nous fait un cadeau d'avance. Là, okay? C'est le même qu'il faut le voir. Alors, c'est sûr que c'est une forme de donation qui est un petit peu particulière, mais qui existe, qui a été utilisée à venir à date. Puis, naturellement, on peut se permettre d'encourager les gens à avoir cette réflexion-là, là, au moment où est-ce que quand il arrivera la fin, peut-être là, qu'est-ce qu'ils voudraient léguer à partir de ce qu'ils ont amassé à la Fondation, par exemple, si c'est ça qui les importe, là. Oui, d'ailleurs, vous mentionniez tout à l'heure que les personnes font généralement des dons anonymes. Donc, leur but, c'est pas vraiment de faire jaser d'eux à ce sujet-là. Et est-ce que les gens peuvent choisir le montant qu'ils donnent? Par exemple, moi, je suis une citoyenne, je n'ai pas beaucoup d'argent à donner. C'est toujours le donateur qui choisit le montant et tous les montants sont importants. Oui, on a mentionné des montants importants de Norascon, 100 000 de Promutuelle Boréal, 140 000 ça fait chaud au cœur, on est heureux de ça. Mais il faut aussi comprendre que d'autres personnes, d'autres organisations, les clubs sociaux qui font des dons, peut-être que le montant est moindre, OK? Mais peu importe le montant, pour des personnes de donner 20 ils ont fait un effort important pour le donner. Alors, tous les montants sont importants, puis c'est pas à la Fondation de venir dire « ben c'est pas assez, il faut t'en donner plus ». Pas ça, OK? Que la personne, c'est un geste de générosité qu'elle fait. Alors, les montants qu'elle décide, c'est ce qu'elle est capable, qu'est-ce qu'elle estime pour être capable de faire puis faire cette différence-là avec ce montant-là. Alors, tous les montants sont importants encore une fois, mais c'est sûr que quand les montants arrivent d'une shot, 100 000, 140 000, le compte de banque monte un peu plus vite pour être capable de financer plus de projets en même temps, là. Mais c'est collectivement, souvent, on est capable de réaliser de belles choses. Dans la dernière année, il est arrivé des projets, je pense, à la salle jaune, à l'urgence, à l'hôpital. Alors, il y a des gens qui avaient donné individuellement certaines sommes d'argent et collectivement parlant, ça a permis justement de financer ce projet-là. Alors voyez-vous, c'est pas une question de dire ça a coûté 20 000 pour un projet X, que la personne, il faut qu'elle nous donne 20 000, c'est pas ça. C'est que ça se peut qu'il y en ait un qui a donné 10 000, puis après ça, on a 5 fois 1 000 etc., puis des 20 au travers de ça. Alors, c'est collectivement, souvent, ça fait la différence. Alors, il faut jamais penser que même quand on fait un don dédié à un montant de 100 que là, la personne, voilà, ils ne peuvent pas rien acheter avec 100 mais imaginez-vous si tout le monde avait ce même projet-là en tête, de dire que chacun met 100 puis qu'ils sont 5 000, bien, faites le chiffre, là, faites le calcul, vous allez voir que ça devient important. Donc, collectivement, il y a une force importante qui se dégage de ça. Et il n'y a pas de pression qui est mise sur les patients, mais assez souvent, ce dont on a connaissance, c'est que la personne sort du milieu hospitalier, est satisfaite des soins, et que la personne laisse 5 ou 100 L'important, c'est le cumul de tous ces gens-là qui sont satisfaits aussi, qui fait le bonheur de la Fondation, qui fait que notre Fondation est très en santé. Si je peux me permettre, sollicitation ex-patient. Oui. Alors, on reçoit énormément de dons provenant de ces gens-là et de plus en plus, les gens prennent le temps d'écrire un petit mot,
la reconnaissance qu'ils ont par rapport aux soins qu'ils ont bénéficiés, que ce soit de la part des médecins, le service qu'ils ont eu de la part des médecins, des infirmières. Mais souvent, il y a des ah, mais à l'hôpital, on a bien mangé, puis c'était propre, etc. Alors, c'est des sources de motivation importantes pour le personnel. Par les temps qu'on connaît depuis quelques années, là, c'est très, très difficile pour eux. Mais quand on a ce genre de commentaires-là, ça fait peut-être la différence dans la vie de ces personnes-là qui ont donné ces soins-là. Alors, quand on prend l'information et qu'on la partage à qui de droit, c'est merveilleux ce que ça peut donner là, comme source de motivation. D'ailleurs, vous m'avez mentionné il y a quelque temps que les gens de plus en plus vont choisir où ils veulent que l'argent aille. Donc, c'est quand même intéressant pour les donateurs de pouvoir déterminer c'est quoi qui les intéresse vraiment. Quand on jase avec eux autres, ce qu'on remarque, c'est sur le coup, je ne sais pas, vous êtes mieux placé que moi pour le décider, c'est quoi les besoins. Puis même nous, à la Fondation, on accumule l'information, mais après ça, il faut faire le jumelage avec les besoins qui émanent du CISAT, parce qu'on comprend là, qu'on ne peut pas, demain matin, acheter une table d'opération sans que le CISAT soit d'accord avec, mais il faut que ça vienne d'un besoin aussi. Alors, voyez-vous, là, il y a comme un travail d'équipe qui se fait, là. Fait que tout ça pour dire, on reçoit des dons pour des projets spécifiques. Maintenant, les gens sont au courant que, bien, ça se peut que le projet n'est pas pour tout de suite, mais à tout le moins, on est capable d'accumuler des sous pour des projets à venir. Et encore une fois, des fois, l'objet passe partout, c'est sur le coup, les gens, on vous fait confiance, vous êtes mieux placé pour décider. On dit, non, peut-être que tu pourrais décider le moment venu. Et là, on dit, bien, pourquoi ne pas utiliser le mot projet pour un projet à être déterminé? Et ça devient passe-partout dans le sens que ça donne l'opportunité au donateur de continuer sa réflexion puis de dire finalement dans quoi j'aimerais que ça serve, quoi que je veux améliorer. Et de l'autre côté, si jamais à la Fondation, on reçoit des demandes du CISAT et que là, il y a une certaine urgence, que là, on dit, OK, les dons dédiés, un projet à être déterminé, fait que souvent, je vais prendre un téléphone, je vais jaser avec ces gens-là pour dire, est-ce que tu serais à l'aise, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Et très, très souvent, si ce n'est pas la quasi-totalité du temps, c'est oui. Et là, quand on a des oui avec plusieurs personnes, avec le montant qui est suffisant pour répondre aux besoins qui est exprimé par le CISAT, bien là, c'est bingo. Là, la Fondation s'engage, puis ça se fait en accéléré. Je ne suis pas obligé d'attendre un conseil d'administration pour décider. Ce sont les donateurs qui ont dit c'est à ça qu'on veut que ça serve, tout simplement. Alors, c'est pour ça que je dis les gens sont invités à le faire, puis quand ils n'ont pas nécessairement l'idée très, très définie, c'est toujours possible d'avoir une période de réflexion avec ce que je viens d'expliquer. On voit qu'il y a un suivi même après avoir fait un don, c'est intéressant. Oui, puis ça, on a remarqué dans les dernières années qu'il y avait une fierté. Tu sais, les gens avaient été fiers de remettre leurs dons, mais lorsqu'ils voient quoi ça leur a servi, puis que souvent, ça s'est fait en collaboration avec d'autres donateurs, il y a une fierté collective qui en ressort, et ça, c'est merveilleux. Je suis peut-être très, très bien placé, là, puis c'est peut-être le privilège que j'ai. C'est comme un avantage social, si on peut dire ça même si je suis bénévole. Mais c'est vraiment une belle paye de pouvoir vivre ces moments d'émotion-là avec ces donateurs-là. Oui. Super. En terminant, on va changer totalement de sujet. L'année dernière, vous avez investi davantage dans le numérique, en ce sens où vous êtes davantage présent sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi créé un nouveau site web. Pourquoi avoir décidé de vous tourner vers le numérique? Bien, aujourd'hui, ça s'en va vers là. Alors, on a été chercher l'expertise de M. Marc-Antoine Jourdouin. Okay? Alors, Marc-Antoine, c'est lui qui nous a accompagnés pour transformer notre site web. Notre site web, qui existait depuis un certain nombre d'années, mais que, techniquement parlant, on était rendu à la fin de sa vie utile. Il fallait revamper le tout. Alors, avec Marc-Antoine, on a créé une image particulière à la Fondation. Et puis, on a créé un site web. Et puis, ça faisait quelques années aussi qu'on voulait être présent sur les réseaux sociaux. Et il nous manquait peut-être un peu de ressources et de connaissances techniques par rapport à ça. Alors, Marc-Antoine était la personne toute désignée pour nous accompagner là-dedans. Alors maintenant, c'est toujours un plaisir de venir partager avec tout le monde
qu'est-ce que la Fondation a réalisé quand on a des beaux dons, comme Jean parlait tantôt, le Norascon 100 000, Promutuel Boréal 140 000. Alors, c'est des belles nouvelles, mais au lieu de les transmettre juste aux médias traditionnels, que j'appellerais, par rapport au site Web, en utilisant le Facebook, ça donne... On va chercher plus de monde, là. La techno, c'est désormais la façon par laquelle désormais on peut être le plus visible possible et puis sans trop se solliciter les gens. Au moins, ça nous fait connaître de plus en plus vis-à-vis de plus en plus de gens. Je pense que c'est la grande utilité de tout ça et de faire savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. On a eu des réactions où est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui étaient originaires d'Amos, de l'Abitibi, qui, quand ils nous voient passer, à un moment donné, on reçoit des dons par notre application en ligne ou un chèque, mais les gens pensent à nous, mais c'est grâce à cette visibilité-là. Alors, ça complète bien les attentes d'un par rapport aux avantages de l'autre. Bien, merci beaucoup, M. Dion. Merci beaucoup, M. McGuire. C'est un plaisir. Ça nous a fait plaisir également. Merci. On parle de routes maintenant. Il y a plusieurs sujets qui ont touché les routes. Bon, entre autres, il y a eu des annonces d'investissement sur le réseau routier en Abitibi-Témiscamingue, entre autres secteur Barrault, si je ne me trompe pas. Oui, à Barrault, c'est environ 700 000 $ qui va être investi pour la principale sud, qui va être refaite. Et après ça, c'est 200 000 sur le chemin Tancrède. Et pour aller sur ce chemin-là, souvent, il était dû. Oui. Donc, on est bien content. On continue de rénover, de refaire le réseau routier. Il y en a bien besoin. Réseau routier qui a bien besoin de rénovation, mais qui a aussi besoin d'entretien. On l'a vu dans les derniers jours, ça n'a pas été facile. On a connu la tempête. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu ça. La route 117 complètement fermée entre Louvicourt et Grand Remous pendant 12 heures de temps. Ça, ce sont des circonstances assez particulières. On me disait que la visibilité, là, au moment où la décision a été prise, il y a bien des endroits que la visibilité était carrément nulle dans cet endroit-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire, il est vaste. Et dans la réserve faunique La Vérandrie, on aurait beau vouloir, là, des fois, le temps que le camion continue de déneiger, ça peut s'accumuler assez vite. On l'a vu dans les derniers jours. Les villes qui ont eu aussi beaucoup de troubles à déneiger les rues. La ville de Rouyn-Noranda, d'ailleurs, qui a annoncé de son côté que les parcomètres, eux, allaient être gratuits jusqu'à samedi le 26. Parce qu'il y avait trop de neige ce matin. Et il y a eu, malheureusement, sur le réseau routier, sur la 117, 2 accidents mortels cette semaine. Un dans le secteur pas loin de Pressac, Lac-Normand. De ce côté-là, c'est un véhicule qui a perdu la maîtrise, qui s'est ramassé de côté dans la voie inverse et est arrivé ce qui est arrivé. Et il y a un autre accident qui est survenu dans plus le secteur réserve faunique La Vérandrie. Donc, 2 mortels en 2 jours, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, le nombre d'heures n'était pas très élevé entre les deux. Ça ramène à, il faut être prudent sur le réseau routier en Abitibi-Témiscamingue. Il faut continuer de faire attention, puis il faut adapter sa conduite avec les conditions routières parce que c'est pas facile tout le temps. Effectivement. Mais meilleure nouvelle pour la réserve faunique La Vérandrie, la CEPAC et Cano-Kayak Québec ont conclu un partenariat. Okay. Donc, pour les usagers, ça ne va pas changer énormément de choses, mais chacun va utiliser son expertise vraiment pour mieux gérer les déplacements en kayak, en canot, etc. Dans la réserve. Donc, la CEPAC va s'occuper de la gestion, Cano-Kayak Québec va vraiment donner son expertise. Les gens pourront continuer à louer des vestes de sauvetage, des canots, des pagaies. Et à partir du 22 avril, je pense que c'est le 6. En tout cas, on a hâte que ça s'en vienne, ça, le kayak et le canot, parce que à regarder dehors aujourd'hui, là, c'était pas une journée pour sortir en kayak. Non, effectivement. Peut-être qu'au printemps, on va voir des gens se promener en kayak jusqu'à la crème glacée molle. Ça s'est vu il y a quelques années. J'ai déjà fait du radeau gonflable sur la principale avec grand plaisir. Et la dernière fois que l'eau a monté, j'y suis même allé du kayak en plein milieu de la principale.
J'ai toujours un petit plaisir coupable là, de m'installer avec une slush dans mon Et c'est radeau bien, gonflable. c'est bien intéressant à voir quand on est en voiture, les gens qui se promènent en kayak. C'est assez comique, en autant que l'eau ne cause pas de dommages au commerce dans ce secteur-là et aux maisons, parce qu'il y a des maisons qui sont quand même assez proches dans ce secteur. Effectivement, ça peut être un risque, les inondations. On connaît beaucoup ça au printemps. Mais une autre bonne nouvelle pour la région, Tourisme Abitibi-Témiscamingue a lancé une revue pour encourager les gens à venir s'installer en région. Donc, c'est une revue qui peut être achetée par des entreprises, des organismes, et on y retrouve des images de la région, des témoignages, même des poèmes. Donc, c'est une œuvre quand même très intéressante qui peut être achetée auprès de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Et on le sait, on essaie depuis plusieurs années de diversifier les initiatives, c'en est une de plus, pour inviter les gens et faire découvrir notre magnifique région, parce qu'il y a tellement d'espace à découvrir. Mm-hmm. Et même vous, à la maison, l'été ou l'hiver, prenez le temps de découvrir votre propre région parce que fort à parier qu'il y a des trucs que vous ne connaissez pas encore. On parlait de secondaire en spectacle aussi. C'est commencé, c'est revenu. Oui, c'est vraiment le fun. Je crois que l'année passée, ça s'est tout fait en virtuel, là. C'est une année particulière l'année passée. Il y avait eu des captations vidéo, entre autres, au niveau de secondaire en spectacle. Mais je peux vous le dire, pour avoir été participant de secondaire en spectacle à l'époque, ramenons-nous avant 2010. C'est toujours une expérience qui est très, très enrichissante pour les jeunes, ce secondaire en spectacle. Il y a toujours les différentes finales locales qui sont commencées. Ça a débuté cette semaine, ça? Non, le 18 février à la Source. OK, la semaine passée. Oui, samedi. Et il y a après ça la finale régionale. Normalement, 2 villes, si je ne me trompe pas, à chaque année qui font les vitales régionales. Donc, cette année, ça va être à Amos, au Théâtre des Esquerres, et à Rouyn-Noranda, au Théâtre du Cuivre, le 25 mars. Donc, les finales locales auront lieu jusqu'au 18 mars. D'ailleurs, c'est la date de la finale locale d'Amos. OK. Et comme ça, ils vont pouvoir être prêts pour avoir leurs participants pour la finale régionale. Et les gagnants de la finale régionale ont la chance de participer au rendez-vous pan-québécois. Ça, c'est pas une compétition, c'est vraiment un rassemblement des différents artistes. Ils vont pouvoir présenter leur spectacle, à se faire des amitiés, rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment l'objectif du rendez-vous pan-québécois. Et là, je te pose une colle. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais où est le rendez-vous pan-québécois cette année? Est-ce que tu le sais? Ah, je l'avais lu en plus. Sachez que le rendez-vous pan-québécois a eu lieu à 2 reprises du côté d'Amos dans les dernières années, là, mais 2014, la première édition, je ne me trompe pas, c'était pour le 100e, la première fois qu'on l'a reçu, et on l'a reçu une année un petit peu plus tard, le sauvant, ce rendez-vous pan-québécois, parce qu'il n'aurait pas eu lieu, et Dieu sait si il aurait eu lieu après si on avait laissé une année passer. Et ça, tu sais, je te disais, c'est très formateur pour les jeunes de faire partie de secondaire en spectacle parce que ça donne l'expérience scénique avec toute l'équipe technique, avec tout le contexte professionnel, parce que c'est pas tous les jours que ces jeunes-là ont la chance de se produire dans un théâtre professionnel avec l'équipe technique professionnelle. Et quand tu arrives au rendez-vous pan-québécois, il y a tellement d'activités. Il y a des artistes, il y a de renom qui viennent participer, qui viennent rencontrer les jeunes. Il y a des formateurs. Moi, la dernière fois, j'ai donné de la formation en vidéo aux jeunes, mais tu sais, il y a des gens de l'industrie, du milieu, de toutes sortes de disciplines qui viennent donner ces formations-là pendant plusieurs journées. Et ça crée une espèce de happening où tu te promènes dans une école comme la Polyvalente du côté d'Amos. Tu tournes un coin et il y a un paquet de jeunes avec des tambours, des poubelles, qui s'improvisent un jam. Tout simplement, et ça crée des moments magiques. Moi, j'ai ces images-là en tête depuis qu'on l'a tenu du côté d'Amos. Je l'avais vécu de partir en autobus et de faire, on s'en va à Shawinigan ou peu importe, là, mais de le vivre de l'intérieur de l'organisation, c'est assez particulier de voir tous ces petits moments-là qui se créent et qui se créent comme ça. Une gang de plusieurs régions qui se rencontrent et qui s'installent sur un coin de banc puis qui décident qu'ils font un jam avec ce qu'ils trouvent autour d'eux. C'est assez magique, ça, en spectacle. Est-ce que tu as participé au rendez-vous pan-québécois? J'ai participé des 2 côtés du rendez-vous pan-québécois, c'est-à-dire que j'ai été participant à 2 reprises, à 2 rendez-vous pan-québécois, et j'ai donné de la formation dans 2 rendez-vous pan-québécois aussi. Donc, j'ai vécu vraiment participant et animateur / formateur. Donc, c'est une expérience à vivre pour les jeunes là, qui sont dans le milieu artistique. Là, si jamais vous vous posez la question l'année prochaine, parce que là, les inscriptions sont pas mal faites. Si vous voulez le faire l'année prochaine, là, faites-le.
On est déjà rendu à la fin. Oui. C'est là qu'on en est. Puis là, vous avez commencé une petite tradition la semaine passée, je pense. Oui. Des sujets insolites à la fin. La semaine passée, c'était comment survivre à une invasion de zombies. Oh, OK! C'est ça. Je n'avais entendu parler de cette invasion de zombies-là. Et là, j'en ai une régionale aujourd'hui. Parce qu'il y a le Club Quad du Cuivre de Rouyn-Noranda qui a fait une publication qui a fait réagir sur les réseaux sociaux dans les dernières heures, qui annonce à partir d'aujourd'hui, 23, donc on enregistre l'émission le 23, la fermeture des sentiers de quad et de motoneige. C'est quand même assez inhabituel. Pourquoi? C'est ça la raison qui est inhabituelle. Parce qu'il y a trop de neige. Ouais, la machinerie qu'ils possèdent, en fait, n'est pas assez performante et il n'a pas, il ne peut pas se rendre aux endroits où il devrait se rendre. Et il postait des photos sur les réseaux sociaux ce matin. On voit il y a des pancartes dans les sentiers. Et les pancartes, tu as de la neige à moitié de la pancarte, puis tu as juste le bout de la pancarte qui dépasse de la neige. Ça donne une idée de la quantité de neige qui a pu tomber dans ces endroits-là. On parlait de plusieurs pieds de neige et on parlait d'un risque de bris au niveau du tracteur. Donc, ils ont décidé de ne plus poursuivre la saison, ce qui est quand même assez impressionnant là, de voir autant de neige. C'est une année assez intense, cette année, on va se le dire. Et les experts l'avaient prédit. Année, beaucoup de neige, du froid, c'est ça qu'on a. Effectivement, on le voit d'ailleurs au centre-ville d'Amos, là, les bancs de neige sont gigantesques et pourtant, on voit les grattes qui passent tout le temps pour déneiger. Donc, c'est assez intense ces temps-ci. On va se permettre de lever notre chapeau aux équipes de déneigement des différentes municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue. On le voyait là, avec la gang de Rouen qui disait que les parkings étaient gratuits. J'ai vu des photos dans les dernières minutes des parcomètres où on voyait des buttes de neige chaque côté des parcomètres. On comprend pourquoi, pour la sécurité des citoyens, on ne leur dira pas embarque sur le banc de neige pour aller mettre ton 25 cents dans le parcomètre. Là. C'est assez intense. Des bonnes tempêtes comme ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas eu des belles comme ça. Là. Mais là, chapeau aux équipes de déneigement, lâchez pas parce que ça travaille extrêmement fort. Puis pour les amateurs de ski, ce sera de belles conditions parce qu'il y a de la neige en masse. Fait que si on voit une station de ski fermée parce qu'il y a trop de neige, là, on pourra la joindre dans notre section insolite. Effectivement. Donc, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode de l'Actu Plus.